d'introduire ce soir la conférence de Madame Marisa Decto, qui est donc professeure d'histoire au sein du département journalisme et communication de l'Université de Sao Paulo au Brésil, et qui est actuellement professeure invitée à l'École des Chartes. L'an dernier, vous étiez professeur invité, je crois, à l'École normale supérieure dans le cadre du LABEX transfert. Cette année, c'est à nous d'avoir l'honneur de vous avoir comme enseignante donc au sein de l'école, et on est extrêmement heureux. Alors ce soir, vous nous donnez une conférence intitulée « Lire et traduire de la démocratie en France », donc un ouvrage de François Guizot paru en 1849, et qui va être pour nous, je crois, l'occasion de nous approprier de manière plus précise les problématiques de la genèse d'un ouvrage, mais aussi de sa diffusion, des transferts culturels également auxquels il peut donner lieu, puisque votre conférence, je crois, va nous mener de la France au Brésil, au Portugal, avec les retentissements divers de cet ouvrage. Donc sans plus tarder, je vous cède la parole en vous remerciant encore une fois pour votre venue au sein de cet établissement et pour votre présence ce soir. Merci. Bonjour, Madame la directrice, chères mesdames, chers messieurs, chers collègues, chers amis. Je remercie à la direction de l'École nationale des chartes pour cette invitation qui m'honore. Et en plus, ce qui est en fait beaucoup, qui m'a possibilité de continuer à découvrir de nouvelles sources et d'enrichir mon investigation sur François Guizot. Aussi, le séjour à l'école en tant que professeur invité m'a permis de travailler auprès des étudiants aussi attentifs que gentils, ce qui m'a fait sentir comme si j'étais chez moi. Je voudrais finalement faire une mention spéciale aux fonctionnaires, sans lesquels j'aurais du mal à me repérer dans l'école. Bon, mille merci. La conférence que je propose porte sur la problématique de la construction du livre. Comme l'avait gentiment écrit mon collègue Jean-Charles Geslot, à propos de son étude sur l'histoire de France de Victor Duruy, il s'agit effectivement de récupérer les multiples cheminements du livre, de l'auteur au lecteur, de sa conception à la réception. Avant de poursuivre ces programmes, je voudrais vous adresser quelques mots sur François Guizot et les contextes d'écriture et publication de l'ouvrage de la démocratie en France. Comme le signale Rosan Vallon, l'œuvre de François Guizot s'insère dans un ensemble plus large de livres oubliés, sinon peu lus, et sûrement pas réédités en France actuellement. C'est vrai que cela change grâce à M. Laurent Theiss. Cependant, ces groupes formés par des historiens, penseurs, idéologues et hommes d'État a une présence fort notable dans la scène politique française et sans doute parmi les intellectuels d'autres parts du globe connectés avec les événements politiques français dans la période 1814-1871. C'est ce que l'on remarque, je cite Rosan Vallon, dans les œuvres de Guizot, Thiers, Cousin, Rémusat, Royer-Collard, Mignet, Augustin Thierry, Ballanche, Bonnade, pour énumérer seulement quelques noms entre les plus célèbres. Un ensemble, enfin, dont il est possible de repérer deux générations d'écrivains, voire des intellectuels et des politiciens qui ont joué un rôle important dans ce que Madame de Staël a nommé à sa matière de humeur publique. Une première génération d'écrivains de la Révolution a marqué date jusqu'à la veille de la monarchie de Juillet. À l'exception des manuscrits d'Antoine Barnave, dont l'édition posthume sort à peine en 1847, on compte l'œuvre de Madame de Staël, Considérations sur la Révolution française, avec ses trois éditions de 1818, 1826 et 1845, et celle de Mignet, L'histoire de la Révolution française, publiée en 1824. À ces auteurs, il faut ajouter une nouvelle génération née au plus tard sous l'Empire, à l'exemple d'Alexis de Tocqueville, mais qui en règle figurent comme les fils de la terreur et du consulat. On parle de François Guizot, Alphonse de Lamartine, Louis-Adolphe Thiers, Augustin Thierry et Jules Michelet,
parmi d'autres écrivains qui complétèrent la formation sur la Restauration et s'y consacrèrent depuis 1830. François Guizot, l'historien de la Sorbonne, dont les cours continuèrent un bilan de toutes les études réalisées pendant la Restauration, se consacre comme le doctrinaire, sans doute l'un des plus importants de son temps. L'histoire au service de la doctrine, c'est ce que l'on voit en peu de mots dans ses écrits, surtout ceux qui se trouvent à la suite du printemps des peuples. La conscience des trois générations qui définissent le destin français depuis 1789 se trouve de façon nette dans les discours des années 1848-49. Et je les cite. Depuis 3/4 de siècle, trois générations, 1789, 1814 et 1848, ont possédé politiquement la France et fait ses destinées. Les deux premières ont terminé leur course. La troisième commence la sienne. Je vais les interroger toutes trois. Je veux savoir avec précision ce qu'elles ont pensé, ce qu'elles ont désiré, ce qu'elles ont fait, et chercher dans leur âme et dans leur histoire les sons des événements contemporains et l'avenir politique de la France. De la démocratie en France s'investit du même principe de compréhension de la politique par la doctrine, et celle-ci à travers l'histoire. De façon résumée, on parle de l'essor d'un ouvrage qui s'appuie sur l'idée selon laquelle le suffrage universel, voire l'idolâtre démocratique, nuit l'ordre social. Ou, selon Laurent Theiss, sans doute, en publiant avec un très grand succès dans les premiers jours de janvier 1849, un opuscule de 158 pages, un titre tocquevillien de la démocratie en France, qui s'en prend avec virulence à l'idolâtre démocratique. Ainsi, les ouvrages signalés par Rosan Vallon, ceux qui sont à l'oubli du lectorat français contemporain, de la démocratie en France, parmi les ouvrages de la démocratie en France constituent en soi un exemple éloquent du succès éditorial dont l'histoire fait objet de cette conférence. D'après cette brève présentation, je voudrais me détenir un peu sur la problématique de la construction de l'ouvrage de la démocratie en France. Le programme se pose sur trois questions, à savoir écrire et éditer de la démocratie en France, où on essaye d'avancer sur la problématique de l'écriture à travers un premier effort de compréhension et de description du manuscrit de Guizot. Il s'agit d'abord de dégager le temps de l'écrit, ensuite de comparer ce qui a été enregistré de sa propre plume, ce que l'on prend comme l'original, et d'autres matériels qui se sont produits à la suite de cette première démarche, à savoir les amendements de l'auteur et ensuite la correction qu'il a fait lui-même sur les preuves typographiques. 2. Dans les éditions étrangères pour une cartographie à l'échelle européenne, l'on propose un effort d'avancer encore un peu sur ces points-là, vis-à-vis de ce que l'on a trouvé jusqu'au mois de janvier-février 2017, durant un séjour soutenu par le LABEX Transfert à l'École normale supérieure, dans le cadre des professeurs invités sous la direction de Frédéric Barbier. Mais je vous avoue que cette partie est la plus complexe et elle se trouve encore inachevée. Si, d'un côté, les moteurs de recherche numérisés nous permettent d'avoir accès à un certain nombre de références des éditions, de l'autre côté, pour une analyse plus sûre, je dois effectivement lire, au moins feuilleter toutes ces éditions. J'arrive à prendre quelques-unes en PDF, d'autres je les achète, mais cela ne suffit point. Il y a aussi la barrière linguistique. Le livre, on verra, a été traduit par exemple en polonais. Que faire? Comment en dégager, s'il est le cas, le paratexte, les subtilités de la traduction? Peut-être il vaut mieux parler des versions, et tout de même les registres qui rendent compte de la réception de cet ouvrage. Le troisième point porte sur les voyages transatlantiques du feuilleton au livre.
En principe, ce projet de recherche était très simple. Il s'agissait de savoir sous quelles conditions les écrits de Guizot ont été lus et traduits au Brésil de 1830 à 1889. À vrai dire, ce thème faisait partie d'un projet gigantesque, parce que je voudrais relever tous les ouvrages concernant la Révolution française qui ont été traduits en portugais et qui circulaient au Brésil dans cette même période. Vous pouvez imaginer que je n'ai pas réussi à faire encore ce projet. Mais bon, il y a toujours la question. Et pourquoi Parce que, me semble-t-il, l'étude sur les traductions demande la connaissance de nouvelles démarches, de nouveaux circuits de production et de réception de l'imprimé, sous la perspective des transferts culturels. Les gens de lettres, ils peuvent aisément s'acheter et lire les livres et les ouvrages en français. La France était vraiment le centre, dira un ami français, et pourtant germanophone. Et il a raison. Dans ce sens-là, pourquoi traduire? Comment traduire? Et enfin, comment produire le livre? Et ici, je ne parle pas exclusivement de la production matérielle, mais aussi de sa construction symbolique. Parce qu'il faut vraiment annoncer le livre dès que l'on envisage un public plus large. Et voilà, parmi tous les livres que j'ai pu trouver, de la démocratie en France m'a paru le plus intéressant du point de vue du contexte de sa apparition et des conditions sur lesquelles il a été produit et diffusé. Passons au premier point de s'exposer. Écrire et éditer de la démocratie en France. Un volume in octavo, relié sous une couverture cartonnée en rouge, porte l'inscription suivante en caractères dorés. Messier Guizot de la démocratie en France. Le contenu ne saurait pas être plus auspicieux pour l'historien du livre et de la littérature politique du XIXe siècle. La page des titres porte la calligraphie de Guizot et l'on apprend tout d'un coup que l'auteur n'était pas encore sûr de la date de publication de sa brochure. L'inscription, parenthèse, espace, virgule, 1848, parenthèse, suggère qu'il a achevé l'écrit au plus tard début décembre et que la possibilité de le faire paraître cette même année n'était pas complètement exclue. Au moins, jusqu'à la signature du contrat avec Victor Masson le 17 décembre, lequel prévoyait la publication du livre entre le 6 et le 10 janvier 1849. Une étiquette des archives rend compte de ce que l'on peut attendre de l'écrit. Et je cite, « Guizot entend dénoncer l'idole démocratie. Manuscrit autographe d'auteur de la démocratie en France, Paris en janvier 1849. » À la suite, un passage de ce qui s'est présenté alors comme le début du deuxième chapitre. Les chaos se cachent aujourd'hui sous un mot, démocratie. Tel est l'empire du mot démocratie que nul gouvernement, nul parti n'ose vivre et n'y croit le pouvoir, sans inscrire ces mots sur son drapeau. C'est le drapeau de toutes les espérances, de toutes les ambitions sociales de l'humanité, pure ou impure. Entre parenthèses, fin 1848. Ce volume contient l'une de ces rares sources sur lesquelles l'historien peut s'appuyer pour reconstituer le fil de la pensée d'un auteur à travers les multiples démarches de l'écriture, dès les premières esquisses, les premiers plans de rédaction, les ratures, les allers-retours de l'argumentation, les images retenues, les oublis, jusqu'au moment de la lecture d'un texte clos, mais qui ne suffit pas encore. Au bout de 107 feuilles, plus la table de matière, qui s'ouvre au cheminement, du procès de la création de la démocratie en France,
où l'auteur nous permet d'entrevoir les pauses, les hésitations et une ponctuation soigneusement marquée, comme celui qui fait de l'écrit sa parole, nous sommes invités à mieux connaître les étapes successives de révision et d'altération réalisées dans la structure de ces manuscrits, dès lors pris comme un original tel qu'il a été adressé à l'éditeur. Les écrits à part, tirés en papier plus fin et plus étroit, renvoient à des changements fort importants, surtout pour ce qui concerne les premiers chapitres, tels que l'on verra tout de suite. Les observations et les amendements se présentent en 8 pages d'une écriture serrée et pourtant intelligible, compte tenu qu'elle serait adressée à l'éditeur. Tel constat pose une question difficile à répondre dans les stages actuels de la recherche. Combien de copies et de brouillons Guizot avait préparés avant d'arriver à ce qu'il a retenu pour l'édition? Nous sommes censés imaginer que ces dernières interventions au texte, telles que la feuille rassemblée tout au début du livre, dont le contenu sera présenté à guise d'une préface, je dis à guise de, car la préface proprement dite n'existe pas, sont les produits d'une relecture faite à partir de ces derniers manuscrits, au moins de ceux-ci qu'il a voulu conserver, parce que finalement, on ne connaît pas d'autres originaux. La traductrice anglaise a évidemment reçu sa copie pour bien mener son travail. Et combien d'autres copies et des brouillons, comme je l'ai déjà dit, ne s'étaient pas produites pour les amis qui ont joué le rôle des premiers critiques. Il reste également à savoir dans quelle mesure les notices de Paris et sa condition en tant qu'exilé ont eu un poids sur ces dernières décisions. Ou tout de même, on peut se demander dans quelle mesure l'auteur suivait les suggestions et les commentaires provenus des lecteurs les plus proches. À la suite, le volume présente un exemplaire de l'épreuve typographique révisé par Guizot lui-même. Si l'on compare l'original manuscrit avec les 8 feuilles d'amendement et les textes composés, l'on conclut que cette épreuve contenait déjà presque toutes les altérations menées par l'auteur. En plus, selon ce qu'on lit sur la couverture de ces précieux exemplaires, il s'agit sans doute de la dernière épreuve. Et je cite le passage. Bon à tirer après une correction attentive. Signé Guizot. Pour donner concrétude à cette description et à ces questions, prenons quelques échantillons du manuscrit tout en suivant d'abord les plans de rédaction de l'écrit, ensuite les amendements insérés à part, au début et à la fin de l'original, et enfin les textes composés d'après l'épreuve typographique révisée, celle-ci également reliée dans le même volume. Pour ce qui concerne les plans de rédaction de l'écrit, l'on observe que l'auteur a sensiblement changé les programmes originaux. C'est ce que j'essaie de représenter sur ces tableaux. Il y a un problème de composition sur la première colonne. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, veuillez m'excuser. Je ne sais pas si ça compromet beaucoup la lecture. Mais voilà, j'essaie de lire avec vous. Bien. Et sur la première colonne, nous avons ce qu'il y a dans les manuscrits. Et puis, sur la deuxième colonne, c'est ce que j'ai pris dans l'épreuve typographique. Le seul changement qu'on trouve, c'est juste sur l'épreuve typographique, c'est d'où vient le chaos, c'était le titre original, qu'il a changé après pour le mot mal, d'où vient le mal, comme nous pouvons lire, comme nous lisons jusqu'aujourd'hui. En fait, cette nouvelle structure était une vraie préoccupation à lui,
comme l'on remarque dans la lettre écrite à Mrs. Austin le 31 décembre 1848, soit 10 jours avant l'apparition de la démocratie dans les marchés parisiens. Et je cite ces passages. Je vous envoie à vous-même les épreuves que je viens de lire. J'ai été surpris de n'y pas retrouver les principaux changements que je vous avais transmis. Entre autres, la réunion des 3 premiers chapitres en enseigne. Ces changements sont indispensables. Je les ai faits moi-même sur ces épreuves, où je les ai indiqués quand je ne suis pas senti en état de les faire. Veuillez compléter mon travail. Mrs. Austin était sa traductrice anglaise. Ces changements essentiels et indispensables, comme l'écrit l'auteur, étaient déjà prévus lors de l'envoi du manuscrit français pour la composition. Une première lecture des chapitres 1 à 4 du manuscrit suggère que Guizot avait l'intention de faire une brochure simple, directe et claire. Tout cela organisé dans des chapitres courts, comme s'ils étaient faits pour être lus rapidement, en même temps que des images proposées invitaient à des pauses plus longues. L'image du chaos associée à celle de l'idolâtrie démocratique intensifie sans doute l'effet dramatique du texte. Selon les parcours présentés dans l'original, les premiers chapitres occupent les feuilles 1, 2 et une ligne en tête de la feuille 3. Le deuxième ne constituant que la feuille 4 et 3 lignes de la feuille 5. Le troisième chapitre se prolongeant alors de la feuille 6 à 10. Mais ici, l'écriture est plus ferme, plus concentrée sur une question centrale, et je le cite, à quoi le mot démocratie doit son empire. Le quatrième chapitre est encore plus long, s'étendant de la feuille 10 à 19. D'ici à la fin du livre, on sent que l'auteur a trouvé la forme et le rythme de l'écriture. Les chapitres suivants varient de 10 à 15 feuilles. Il arrive vraiment à un autre sort de discours, à un style plus dense, mais pas trop, selon les programmes originaux. À part d'autres questions que ce document relève, je propose une dernière. Est-ce qu'il y a eu des suppressions dans les arrangements de ces premiers chapitres? Oui, les suppressions ont un rapport avec le style, mais aussi avec le cadre politique parisien après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Et je laisse de côté le style, je cite un exemple qui a un renvoi avec ce cadre. Regardons. Chapitre 1er, feuille 1, paragraphe 2. Le roi Louis-Philippe a régné plus de 17 ans. J'ai eu l'honneur d'être plus de 11 ans son ministre. Le général Cavaignac gouverne aujourd'hui la République. Là, il a supprimé. Si demain Dieu nous appelait à lui, quitterions-nous cette terre bien tranquille sur le sort et l'ordre constitutionnel de notre patrie? Et en marge du manuscrit, là je reviens au manuscrit, il met en parenthèse. Ou bien, en cas d'événement, le général Cavaignac gouvernait hier la République. Là, une autre possibilité. Lors de la première rédaction, Guizot ne connaît pas le résultat, car il y met en marge du texte la possibilité de refaire la phrase en remplaçant « gouverne aujourd'hui » par le gouverner hier. Il ne s'agit pas tout simplement de mettre l'imparfait au lieu du présent. Il y en a plus. Derrière ce choix est finalement l'omission du général Cavaignac dans la version imprimée, suggère que Guizot n'était pas indifférent au candidat. Moins évident est le parti que Guizot prend vis-à-vis de Napoléon Bonaparte, à croire dans ses commentaires dressés à M. Piscatry le 10 décembre.
Et je cite la lettre, le passage de la lettre. Mon premier instinct était de dire, comme vous, un candidat à nous. J'aime mieux être avec un ami vaincu qu'avec un ennemi vainqueur. Aujourd'hui, je ne dis rien, mais je crois à Louis-Napoléon. Il me paraît impossible que deux étourderies pareilles à celles du pape en France et des pensions pour les assassins ne déterrent pas beaucoup le général Cavaignac. Je me reproche deux erreurs. J'ai trop bien pensé à mon parti et trop bien aussi à mes adversaires. J'ai trop compté sur l'efficacité de la bonne politique et je n'ai pas assez prévu combien la mauvaise serait mauvaise. Et s'il est vrai que son avis n'avait rien à changer avec le résultat électoral, comme il écrit dans son livre, il n'était moins vrai que l'élection lui entraînait un certain dégoût, ce qui n'a rien d'étonnant chez les plus vigoureux critiques du suffrage universel. Et n'oublions non plus que cet orléaniste n'avait pas du tout laissé son parti du côté en ces moments-là. D'autres remarques sont autant intéressantes que ces premières, mais elles demandent des observations assez longues, le temps est court. Une question qui se pose devant ces interventions concerne les premiers lecteurs du manuscrit. Il n'est pas improbable qu'au-delà de ses propres impressions, Guizot ait adhéré aux suggestions des lecteurs les plus proches. Sur ces points, Gabriel de Breyer relève des passages fort significatifs. Selon lui, on apprend que Génie, le secrétaire dédié et fidèle, démontre notable optimisme. Je le cite. « Le premier acte de votre liberté vous remet en scène noblement, dignement, grandement. C'est votre rentrée, la rentrée de votre parti, du parti de débat. » Parmi d'autres manifestations non moins positives, Bertin se dit très content, très frappé, approuve et admire. Godefroy considère le texte sublime. Vitet suggère quelques changements, mais son avis final sera exprimé dans les termes suivants. Ce sont des bonnes et hautes vérités, admirablement dites. Vous serez un trouble fait pour quelques braves gens qui ont la bonté de croire que tout est fini et que nous allons filer des jours d'or et de joie parce qu'un bon coup de vent vient de balayer notre plus grosse écume et révolutionnaire. La seule réaction aux suggestions venues de ces premiers lecteurs, identifiées jusqu'au présent, s'adresse à l'amie et traductrice anglaise Mrs. Austen. C'est ce que l'on apprend dans les passages suivants. Kensington Park, dimanche 31 décembre 1848. My dear Mrs. Austen, j'ai retouché les paragraphes que vous aviez ajoutés en tête du premier chapitre. Je ne les trouve pas nécessaires. Il vaut mieux entrer dans mon sujet plus brusquement et parler les noms propres. Je reçus votre petit billet sur la phrase qui vous inquiète à propos des salaires. Je ne tiens à aucune phrase et je regrette vos scrupules. Retranchez donc les mots qui vous choquent et cela est possible pour achever dans les paragraphes. Ou bien mettez une note qui ne revit votre opinion. Je vous avouerai franchement qu'au fond, je ne comprends pas votre scrupule. Je voudrais bien que nous puissions causer. En tout, nous aurions besoin de relire ensemble les secondes preuves qu'on nous enverra à voir et à moi. Il y a une foule de... Et là, je n'ai pas réussi à lire le manuscrit. Enfin, il continue. Observations qu'il serait trop long de faire pour lettres et qui pourtant ne sont pas sans importance. Je retourne seule à Brompton après-demain mardi. J'aurai tout de suite une course à faire.
Mais à partir de vendredi prochain, 5 janvier, à 4 heures, je serai à votre disposition. Pourriez-vous venir à Londres ou vous voulez que j'aille à Cambridge? Une fois conclu ce premier exercice de lecture, compréhension et description de tous ces documents, il est temps de se poser la question: qu'est-ce qu'ils nous racontent, les manuscrits? La lecture de cet ensemble, à savoir les manuscrits, les amendements et les preuves typographiques, suggère des multiples schémas d'analyse. Nous avons essayé d'esquisser quelques-unes de ces possibilités, tout en confrontant les écrits de la démocratie en France avec d'autres traits qui témoignent des circonstances de l'écriture de l'ouvrage. Et à la mesure du possible, nous nous sommes permis de suggérer les inquiétudes, les doutes et l'état d'esprit de l'auteur dans ce temps concentré. D'autres cheminements analytiques ne sont pas hors de question, y compris le travail porté sur une édition génétique, soit critique. Elle nous paraît même nécessaire, mais cela constitue l'objet d'un autre examen. Passons pour l'instant du temps de l'écriture au temps de l'édition et de l'apparition du livre. On apprend d'après la lecture de tous ces documents que l'éditeur Victor Masson a eu finalement près de 3 semaines pour composer, imprimer, réviser et mettre la brochure au jour. Le contrat a été signé le 17 décembre et le livre a apparu entre le 7 et le 10 janvier 1849, tel comme le prévoyait l'un des termes accordés entre l'auteur et l'éditeur. Laurent Theiss ouvre pour la première fois les archives de Guizot qui rendent compte d'un ensemble très important de contrats réalisés entre Guizot et ses éditeurs. Et je les cite: 38 contrats conclus entre 1808 et 1872 avec 12 éditeurs français différents sur les 17 auxquels il eut affaire, ainsi qu'une demi-douzaine de contrats pour la langue anglaise. Au total donc, près de 2/3 des engagements qu'il a contractés en 64 années. Ces échanges, continue l'auteur, qui font entrer dans les détails de la négociation, montrent que les rapports éditoriaux ne sont pas du tout repos. S'y ajoutent des relevés faisant état de réimpression et de réédition avec leur tirage. D'après son investigation, on apprend qu'à la fin de 1848, Guizot signe 2 importants contrats. La négociation de l'histoire de la Révolution d'Angleterre s'est apparemment faite pour les montants de 50 000 francs, chiffre considéré insultant par l'ancien éditeur, mais prétendument accepté par Victor Masson, qui s'occupera également de la démocratie en France. L'ancien, c'était Didot. Nous n'insisterons pas sur les termes de cette négociation, les termes contractuels, sauf pour ce qui concerne le fait que Guizot garde le droit de faire lui-même les traits pour les traductions anglaises, ce qui explique le lancement combiné dans les 2 côtés de la Manche, soit Londres et Paris. Dans la première semaine de janvier, l'éditeur et l'auteur se mettent en chantier pour annoncer le livre. Les journalistes et partisans de Guizot reçoivent la brochure quelques jours avant le lancement officiel. Selon Gabriel Debreuil, Génie adresse des exemplaires à Pasquier, Hugo et Surprise Proudhon, l'un des personnages les plus critiqués dans le livre, il faut dire. Malheureusement, on n'y connaît pas pour l'instant la réaction du socialiste français. Cependant, selon les biographes, les mots de Victor Hugo ne pouvaient pas être plus motivants. Et je cite: « Tout votre grand esprit est dans votre livre. Vous êtes de ces natures supérieures qui trouvent la sérénité au-dessus des orages. À chaque instant, j'ai m'écrit en vous disant: comme c'est vrai,
Seulement je jette un regard moins triste sur l'avenir. La Providence vous réserve encore un grand et utile avenir. Notre pays a besoin de votre plume et de votre parole. Il n'a pas été possible jusqu'au présent de cartographier les lettres de félicitations qu'a reçues Guizot lors de la sortie de son ouvrage. Et j'ai pu voir qu'aux Archives nationales, il y en a quelques lettres, j'ai même les prises, mais ça ne s'est pas encore organisé. Mais les premiers lecteurs ont apparemment contribué pour son essor. Et je cite une fois de plus Gabriel Debreye. Le succès de la brochure est considérable. En 2 mois, il s'en vend près de 20 000 exemplaires. Tous les journaux en rendent compte. Sacy dans les débats, Laverne dans l'Assemblée nationale, Fourcade dans la Revue du Monde, Crocker dans Quarterly Review, etc., etc. Les constitutionnels et les journaux de débat sont évidemment ceux qui collaborent le plus pour mettre en évidence le libelle et le retour de Guizot à la scène politique de Paris. Les conditions de lancement du livre et des projections de son auteur ne sont pas moins prometteuses, du même sa diffusion européenne. Et je passe tout de suite à notre deuxième point. Là, comme le tableau est grand, j'essaie de vous montrer seulement les notices qui ont été publiées par le constitutionnel des journaux de débat au lendemain, disons, de la sortie du livre. En fait, ce sont des articles longs où il faut du temps pour vraiment faire une analyse des comptes rendus de cette réception de la part de l'opinion, de la presse d'opinion. Et 2, les éditions étrangères pour une cartographie à l'échelle européenne. De la même manière que les notices se précipitent un peu partout, à ces moments où le transport et la communication connaissent son premier essor dans les réseaux européens, les contrefaçons belges ne s'attardent point, comme le démontre ce premier tableau. Bon, grâce à l'aide d'un collègue bibliothécaire, Jacques Elemans de Bruxelles, j'ai pu au moins faire une liste de 11 éditions parues en 1849, je crois exactement presque au même moment de l'apparition à Paris. Et bien voilà, c'est ce qu'on a jusqu'à ce moment pour ce qui concerne les éditions de Bruxelles. Et l'ironie de l'histoire, quelques ans plus tôt, Guizot lui-même, en essai, a entrepris une vraie bataille contre la concurrence belge. Eh bien, voilà la démocratie en France. En outre, pour ce qui concerne les éditions parues en Europe, un premier tableau de livres identifiés fait preuve d'une diffusion encore plus large du point de vue géographique. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans ce tableau-ci. Il est vrai que les 4 éditions anglaises témoignent moins de l'esprit révolutionnaire que de la présence des coreligionnaires de Guizot, dont les relations d'outre-Manche sont déjà bien connues. De la même manière que la Pologne, soumise aux mains de fer du tsar Nicolas Ier, n'a assisté que de loin les révolutions qui ont bouleversé la géopolitique européenne. D'ailleurs, il faut mettre tous ces noms-là, cette toponymie en parenthèse, Pologne, etc. Il n'est pas improbable qu'une révolte militaire dans la partie prussienne, dans les grands duchés déposés, mars-mai 1848, très tôt écrasée, malgré les déclarations de soutien de la part de nombreux révolutionnaires, rappelons les manifestations du poète allemand Georg Herwegh ou la manifestation parisienne du 15 mai 1848, et poussé l'édition du libelle de Guizot en polonais. Que dire du royaume d'Oscar Ier, roi de Suède et de Norvège depuis 1844, dont les modèles de monarchie libérale se heurtent souvent au conservatisme des États généraux. Malgré des slogans républicains escondus à l'occasion de meutes antifiscales dans les rues de Stockholm en mars 1848,
Le pays ne connaît pas de révolution et la Constitution de 1809 reste intouchable. Au contrario, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont bien connu l'explosion du printemps des peuples. Mais il ne nous reste qu'attendre d'une nouvelle opportunité pour présenter des hypothèses les plus sûres sur les traductions de la démocratie en France dans ces contrées. Toutefois, l'édition italienne mérite un commentaire. Les traducteurs s'identifient à peine avec les initiales. Les traducteurs s'identifient à peine avec les initiales L, M. Le volume s'ouvre avec une introduction fort apologétique, laquelle s'épanche sur la vie et l'œuvre de Guizot, le dit Francesco Pietro Guglielmo, dont le nom italien figure en gros caractères. L'article signé par un solitario dal Castello di Pagazzano. Sur le frontispice, le lieu d'édition ne laisse pas doute de l'esprit politique qui a poussé la publication de cet opuscule. Italia, et pas nécessairement la ville où s'est fait imprimer l'ouvrage, selon la tradition. La force de Paris et l'édition française dans cette cartographie européenne explique, jusqu'à un certain point, la diffusion aussi rapide que large de la brochure de Guizot. Même si l'on travaille à peine avec les indices des premiers tirages, soit 10 000, 20 000, 60 000 volumes, ce qui est beaucoup, on sait que l'échelle a sensiblement changé, surtout dans ces années extraordinaires de 1848 et 1849. Quelques titres sortis de la presse ouvrière en 1848, ou tout de même par des grands éditeurs qui ont mis leur service à la cause politique, pour ainsi dire, éprouvent des tirages invraisemblables jusqu'à nos jours. L'exemple superlatif d'impression de ce genre est le titre « La vérité dévoilée aux ouvriers, aux paysans et aux soldats, paru chez Garnier et Frères, et tiré à 600 000 exemplaires en 1849. Berti Andreas a bien démontré dans son excellente bibliographie des éditions du Manifeste communiste les potentiels de diffusion de cet écrit imprimé à Londres à la veille de la Révolution du 24 février. Qu'est-ce que cette comparaison peut enfin suggérer? Elle suggère que la diffusion d'un livre, surtout la traduction et l'édition d'un écrit politique, ne se fait pas sans l'engagement des partisans et de l'opinion publique. On verra tout de suite que la traduction pour les publics brésiliens se réalise dans un cadre inquiétant, où les émeutes poussent dans la province et les brisures entre les conservateurs et les libéraux mettent en péril les prétendus équilibres monarchiques. Il faut, en d'autres termes, travailler pour la construction symbolique du livre, et cela ne se fait qu'avec le soutien de l'éditeur, de la presse et, bien entendu, les efforts de ses partisans. À Paris, on l'a vu, la presse n'a pas fait autrement. N'oublions pas non plus que Guizot a été ministre des Affaires étrangères. Évidemment, il a gardé des relations en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal. Durant l'exil, il échangera des lettres avec ce cercle toujours fidèle à un libéralisme d'État qui n'avait aucun rapport avec les revendications qui éclatent un peu partout dès février 1848. À Metternich, lui aussi exilé à Londres, parmi d'autres diplomates de la génération de Guizot, pourrait à son tour donner l'élan nécessaire pour la circulation prompte et effective de ce libelle, y compris à Vienne, où l'on remarque deux références différentes, sorties dans cette même année. Le monde ibérique, le Portugal et l'Espagne, a également connu leur révolution dans les années 1820-1830. Il nous manque jusqu'alors des études qui rendent compte des conditions d'édition et de diffusion de la démocratie en France dans ces deux pays. Il est vrai que le cas portugais mérite d'une analyse plus attentive si l'on considère que la traduction de ce libelle
pour les publics brésiliens a été préparé par un Portugais, en plus un migueliste, c'est-à-dire un outras exilé à Paris depuis les années 1832. Et j'avance finalement à la troisième et dernière partie de cet exposé. La traversée atlantique. Comment est-ce que les références au titre de la démocratie en France se présentent au Brésil? Les deux plus importants journaux de Rio de Janeiro se lancent à la publicisation de la brochure depuis mars 1849. Le journal O Brasil, ouvertement favorable au parti de Guizot, avait célébré l'apparition du titre le 17 mars. On a appris que l'insigne Guizot vient de publier en Angleterre un opuscule de l'intérêt le plus immédiat sur la République en France. Son but ne serait-ce l'autre que celui de préparer l'élection de l'ex-ministre de Louis-Philippe à l'Assemblée législative française. Eh bien voilà, on commence à remarquer les écarts et la façon dont on lit et dont on fait circuler les nouvelles. La source du journal est en fait les comptes rendus à Paris dans les Quarterly Review. Bon, déjà c'est une source anglaise. Et cet article a été publié en portugais dans un journal à Lisbonne quelques semaines plus tôt. Le Correio Mercantil fait une brève mention au livre, tout à fait hasardée d'ailleurs, dans la section internationale, où l'on publie un entretien avec Richard Cobden lors d'une réunion sur la réforme financière anglaise qui a apparemment bousculé la classe des capitalistes au monde. Que dit-il? Je cite, « Je suis censé dire que Louis-Napoléon et Cavaignac et Guizot, qui a publié hier un livre, et tous les hommes publics de la France, et aussi M. Thiers, sont d'accord avec moi lorsque j'affirme qu'en France, la passion la plus dominante est la paix. » Article reproduit des Révolutions de septembre. Je n'aurai pas non plus le temps de développer cela, mais ici, on trouve un aspect très intéressant. C'est la façon dont la presse fonctionne au niveau de la circulation internationale de notices, c'est-à-dire c'est un article anglais qui a été lui aussi traduit en portugais. D'après une autre traduction qui venait du journal du Havre, donc il a fait Angleterre, journal du Havre, et puis Lisbonne, et puis il est tombé au Rio de Janeiro. Comme ça, chacun va apprendre les nouvelles à sa manière, d'après toutes ces versions. Il va de soi que le Correio Mercantil se manifeste clairement en opposition au principe de Guizot. C'est ce que l'on voit quelques jours plus tard dans l'article « Le livre de M. Guizot jugé par la presse anglaise ». Il s'agit bien probablement d'une réponse aux éloges publiés dans la presse carioca, c'est-à-dire de Rio de Janeiro, vis-à-vis du même ouvrage, où le rédacteur introduit quelques commentaires personnels à une recension publiée à Londres, de nouveau par les Daily News, et de nouveau republié par le journal du Havre. Et je le cite. « L'immense acceptation du livre de M. Guizot sur la démocratie s'explique moins par le mérite intrinsèque de l'ouvrage que par la curiosité du public, compte tenu de la position particulière de l'auteur. En vérité, il ne faut pas attendre de M. Guizot l'impartialité désirable à ce genre de questions. Il a beau essayer d'être impartial, mais au fond, il ne fait que jouer le rôle d'un condamné chargé du procès de ses juges. Pardon. Si l'identité du propriétaire du Correio Mercantil reste, je ne dirais pas inconnue,
mais il y a quand même un groupe qui rend difficile l'identification des auteurs de ces principaux articles qui sortent en première page. Pardon. On connaît bien les noms et les profils politiques de Justiniano José da Rocha, le rédacteur en chef du journal O Brasil. Pour cet auteur prolifique, traducteur professionnel de la Maison Garnier de Rio de Janeiro, dont les traductions de feuilletons français sortent dans la plus grande partie de sa plume, l'œuvre de Guizot se conforme bien comme un exemple, sinon un remède contre les révolutions qui bouleversent l'ordre national. Et ce remède, on verra, il va sortir dans le livre. Le débat entrepris par ces deux quotidiens se poursuit dans d'autres numéros, avec des répercussions dans la presse provinciale. En peu de mots, il relève la polarisation du débat politique dans une conjoncture critique des années 1847-1850, lorsque la Praia, au Recife, Pernambuco, a ouvert la dernière vague de sédition contre la monarchie brésilienne. Ici, il faut que je m'explique brièvement. La Praia, c'est le parti, c'est en fait d'abord, c'est un journal républicain publié dans la ville du Recife, qui était, disons, la principale capitale au nord du Brésil. Et d'après ce journal, ils ont commencé un mouvement très fort, disons une émeute, pour la République, avec une propagande et un projet de gouvernement, un programme, oui, voilà le mot, vraiment républicain. Et c'est la Praia, c'est cette sédition vers le nord, à Pernambuco, qui inquiète les monarchistes dans la capitale. Les monarchistes un peu partout, mais surtout là, c'est vraiment l'écho de la capitale. Du côté du mercantil, du Correio mercantil, il est évidente la défense des principes républicains, d'autant que pour le journal Au Brasil, les discours de l'ordre social se confondent avec la défense de la monarchie, en un seul mot, du status quo. Le contexte politique et le débat promis par la presse sont à l'origine de la publication de l'écrit de Guizot sous une première forme de feuilleton. Cette entreprise sera menée par le journal Correio da Tarde, le premier chapitre sortant le 18 mai et le dernier à la veille de l'apparition du livre dans les marchés carioca. Au 5 juin, et là c'est très intéressant parce que si l'on imagine qu'on n'avait pas cette tradition de publier de textes politiques en feuilleton, les feuilletons c'est surtout la littérature au Brésil. Je n'ai pas trouvé jusqu'aujourd'hui, par exemple, des études qui rendent compte de l'analyse du feuilleton politique au Brésil. En tant que à Buenos Aires, en Argentine, on avait déjà tendance à faire ce genre de publications-là. Et cela suggère que l'éditeur Justiniano José da Rocha, qui avait des contacts avec ce journal Correio da Tarde, il connaissait vraiment la presse d'une façon assez large en ce moment au Rio de Janeiro. C'est ce qu'on voit parfois quand il essaye d'emprunter à la presse de Paris, par exemple, et quelques notices, même le format du journal, la façon de faire la presse d'opinion là-bas. Au 5 juin 1849, dans l'édition dominicale, on voit l'article, la notice suivante. Là, nous sommes le 18 mai. Et je saute et je vais jusqu'au 5 juin 1849 parce qu'ici, finalement, le Correio Mercantil publie l'annonce suivante. Agostinho de Freitas Guimarães et compagnie vient de recevoir de Paris quelques exemplaires de ce livre.
traduit en portugais avec la plus grande élégance et pureté, ce qui se trouve dans le même magasin du 26, rue du Savon, au prix de 2000 réels chaque exemplaire, en reliure à l'anglaise, bon type, bon papier et avec un facsimilé de Messier Guizot. Là, c'est la notice de la publication. Et bon, le livre à Paris, il a été annoncé par 3 francs. Là, ce sont 2000 euros, non, pardon, réels. Il y a aussi un décalage parce que 3 francs, j'imagine que c'est un prix très aisé à Paris. 3 francs, je pense que c'est un prix assez bon marché, hein, j'imagine, parce que j'ai vu les prix des abonnements des journaux, etc. Mais 2000 réels, c'est ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup. C'est un livre cher, ce volume qui a apparu au Rio de Janeiro. La traduction de la démocratie en France pour les Portugais a été publiée grâce au travail d'un admirateur de Guizot, dont la signature dit à peine un Brésilien qui a vécu à Paris. On a découvert que le traducteur anonyme n'est pas brésilien d'origine. Il s'agit de José da Gama e Castro, et selon Inocêncio Pereira da Silva, dans son dictionnaire bibliographique portugais, dicionário bibliográfico português, il donne la note suivante. Docteur en médecine par l'Université de Coimbra, où il naquit dans les dernières années du XVIIIe siècle. Lancé par ses convictions politiques dans les partis du Messier Dom Miguel. Dom Miguel, c'est l'ultra-conservateur qui a eu une dispute avec Dom Pedro dans la révolution, à l'époque de la Révolution de 1834. Il lui a servi avec soin et dédicace, ayant été nommé physique major de l'armée avec d'autres commissions importantes. Depuis la fin de la lutte politique de 1834, il émigra en décembre et après une longue digression à travers l'Europe, il décida de partir au Brésil. Il arriva au Rio de Janeiro à la fin des années 37, selon mon avis, où il resta jusqu'à 1842, en se dédiant aux travaux littéraires et en écrivant dans la presse. Une nouvelle rentrée en Europe et depuis d'autres pèlerinages à travers la France, l'Allemagne, etc., on convient qu'il a fixé résidence à Paris, où il vit jusqu'à nos jours. Voilà. Les bibliographies consultées présentent d'autres titres qu'il a publiés au Brésil. Au Fédéraliste, en fait, de traduction, ce sont des traductions en anglais des textes de Hamilton, Madison, Jay. C'était en fait une publication américaine très importante, puis une nouvelle édition, et puis Un Novo Príncipe, ou L'Esprit des gouvernements monarchiques, en deuxième édition, c'est celle que je trouvais. Et puis O Novo Capuceiro, c'est ce sort de livre satirique, oui, qui fait de la satire aux politiciens de l'époque. En plus, la brochure de la démocratie en France a été préfacée par José Correia Lúcio, dont le discours ne fait pas doute sur le but politique et l'importance de cette édition. Aux Brésiliens, les dernières nouvelles des événements désastreux de Pernambouc, comme je vous disais, n'ont fait que m'affliger et exciter mon patriotisme. La vulgarisation de ce livre sera un puissant remède pour lutter contre les passions nuisibles qui s'y conjurent pour attaquer la société dans ce qu'elle a de plus inviolable et de plus sacré. Ainsi constate l'auteur que la pureté de l'intention et l'importance de la raison n'osent s'excuser de l'efficace de l'action. L'édition a été approuvée par M. Guizot, dont la lettre est reproduite en facsimilé, à guise de présentation du volume. Le but politique de tel projet s'exprime également par la plume de l'historien français.
Je n'ai fait pas d'objection, monsieur, à votre noble intention de faire traduire mon dernier livre sur la démocratie en France. Bien au contraire, monsieur, j'ai l'honneur de pouvoir servir hors de mon pays à la cause de la vérité et de l'ordre social. Je vous prie la gentillesse de m'envoyer un exemplaire lorsqu'il vient d'être publié. Guizot, Brompton, le 21 janvier 1849. Pour en conclure, avec l'esprit de la démocratie en France, on peut dire, selon Laurentès, que nous sommes en face d'un raisonnement à titre tocquevillien qui s'en prend avec vigilance à l'idolâtre démocratique. En d'autres termes, l'écriture coule contre les pulsions révolutionnaires de son temps, ce qui nous emmène à situer cette édition dans la vague de réactions qui s'organise vite, au lendemain des révolutions de 1848 à Paris, certes, mais surtout ailleurs. J'espère avoir finalement pu démontrer avec cette étude des cas la problématique sur la construction du livre, ou plus précisément de ces livres, et le fait que la façon dont cette étude nous permet d'articuler les aspects propres à la construction matérielle de l'objet livre, ainsi que ceux de sa construction symbolique. D'autre part, les transferts demandent la mobilisation de nouvelles questions et la connaissance d'un terrain social et politique qui n'a pas nécessairement de rapport avec les points de départ. D'où le fait que l'histoire d'une écriture et l'histoire de l'imprimé peuvent se faire au service d'une autre histoire, celle qui rend compte de l'homme et de son époque. Merci. Plusieurs problématiques, et pas seulement celle de l'histoire du livre, mais une grande histoire intellectuelle vécue de l'intérieur, de l'extérieur également. Je vais sans plus tarder passer la parole à la salle, grâce au micro qui peut circuler. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne doute pas qu'elles seront nombreuses. Qui veut commencer, se lancer? Merci. J'aurais une question concernant la réception au Brésil. Nous avons vu donc deux types de réception sous forme donc de brochure et la forme du feuilleton. Et je voudrais savoir, est-ce que ce terme de feuilleton était véritablement en usage? Est-ce qu'on peut revoir l'image où le texte apparaît en feuilleton? Parce que si j'ai bien vu, c'est plutôt en haut. Non, c'est moi qui ai coupé. Oui. Mais là, voilà. Alors, donc ça apparaît bien sous le titre de feuilleton ou pas? Je n'arrive pas à bien voir. Oui. Parce que ma question est la suivante. Habituellement, la définition du feuilleton, c'est un texte qui apparaît plutôt au rez-de-chaussée donc de la page. Ah oui, c'est ce que je vous montre. En fait. Et donc, voilà, la question c'est, y a-t-il une forme particulière du feuilleton au Brésil? Non, en fait, c'est moi, par question d'espace, que j'ai fait cette coupure. Donc, et j'avais pas pensé à ça. Mais en fait, c'est en bas. Et ici, il y a le mot folhetim. C'est la façon dont on traduit feuilleton. Et voilà, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est M. Barit qui me donne tous les renseignements sur les questions germanophones. Merci. Mais bon, non, là, c'est vraiment folhetim. C'est en bas des pages. C'est moi qui a détourné un peu. Alors, je rebondis justement sur la question germanophone. C'est qu'en allemand, le terme feuilleton a vite pris un autre sens qui est page culturelle. Et est-ce que là, feuilleton, feuilletine a développé un sens autre que celui que l'on connaît en France? Oui, très bonne question. C'est la première et la seule fois, parce que ça fait longtemps que j'ai fait des consultations dans les journaux du 19e siècle, que je vois la publication d'un texte politique. Cela m'a vraiment frappé quand j'ai trouvé ces matériels, parce que folhetim, feuilleton,
est égale publication de littérature, cette littérature romanesque telle qu'on connaît ici. Et c'est vraiment un transfert franco-brésilien. C'est après la France que ce format est arrivé là-bas au Rio de Janeiro et puis dans d'autres journaux. Et c'est le seul cas. Et même les Correio da Tarde, c'est un journal politique, mais qui a eu aussi une tendance à faire de la littérature. Mais je crois, là c'est très intéressant parce qu'ils ont fait vraiment une campagne pour Guizot, pour annoncer ses livres, pour essayer de faire les livres circuler, pour et faire un débat. Je n'ai pas montré ici tous les débats, mais de mars jusqu'au mois de juin, les deux feuilles, Correio Mercantil et O Jornal, ils publient presque toutes les semaines des annonces et des critiques. Ils essayent de publier des extraits du livre. Ils se disputent. Bon, il y a Monsieur Justiniano a écrit ça et ce monsieur il répond, il donne une réponse. Il y a vraiment un débat politique autour de ces livres. Et c'est pas normal parce que si l'on cherche par exemple Tocqueville et de la démocratie en Amérique qui pouvait toucher les politiciens là-bas et l'opinion, parce que on parle des États-Unis en plus, après l'indépendance, on sait qu'il y a des rapports au niveau du politique, on ne trouve rien. Et même, il y a, c'est vrai, des citations et des commentaires sur Lamartine, surtout Lamartine à cause de poètes romantiques, sur Thiers. Mais la construction de ce livre de la démocratie en France, elle a constitué un fait exceptionnel. D'abord pour la publication et en extrait dans les journaux, puis à cause de la forme feuilleton qu'il donne à ce texte. Et c'est vrai que j'ai trouvé quelques extraits en Europe, quelques extraits traduits de la démocratie dans des journaux européens, dans d'autres langues. Si je ne me trompe pas, en allemand. Oui, cela était dans les archives, dans un papier coupé. Mais là, c'est vraiment une autre chose. Et c'est ce que je disais au début. La traduction elle-même est un fait incommun. Parce que les gens, ils disaient en français, si on pense bien, on n'a pas besoin de faire traduire ces textes parce que c'est un débat qui est politique et tout cela. Mais vous voyez, c'est un effort de rendre populaire, j'aurais jusqu'à dire, le texte, quand on les publie en portugais et sous ces conditions-là. Et quand on fait, d'ailleurs, cette distinction de ce qui est publié dans les journaux, beaucoup moins cher, et puis la brochure, beaucoup plus chère, oui, à ce niveau-là. Voilà, merci. Moi, je voulais savoir quelle était la notoriété de Guizot au Brésil avant cette publication. Est-ce qu'il était connu et à quel titre, comme historien, comme ministre des Affaires étrangères, comme politique parce que ça détermine évidemment la réception de son texte. Donc, est-ce qu'il était connu, de qui, et donc à qui pouvait s'adresser cette publication? Ah, merci. Merci beaucoup. Guizot, parmi tous ces auteurs qui font partie de cette génération que j'ai décrite au début, ils étaient très connus. Pour que vous ayez une idée, en 1830, après la Révolution de Juillet, et les notices sont arrivées à São Paulo, qui c'était un village à l'époque, au mois d'octobre d'ailleurs. Et quand ils ont reçu la nouvelle de la Révolution de Juillet, ils ont fait une grande fête là-bas qui a été coupée par la police, réprimée par la police parce que nous étions à cette époque en plein débat sur la monarchie constitutionnelle et notre roi, il n'était pas pour la monarchie constitutionnelle. Donc, Guizot apparaît parmi d'autres contemporains dans les revues littéraires, dans les journaux des étudiants de l'Académie des droits surtout.
l'ouvrage Les Guizot historiens, parce qu'il y a un poids ici à Sorbonne, il n'est pas aussi connu que le Guizot politicien. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'un collègue, au début de l'année, il m'a donné une publication de Guizot qui est sortie en 1818 à Bogota, en Colombie. Mais ce n'était pas le Guizot politicien non plus, parce que c'est un discours qu'il a fait sur la religion, sur le protestantisme. Et on sait bien qu'il s'agit d'un pays très catholique, donc ce sont des choses que... Et c'était traduit d'ailleurs en espagnol. Bon, tout cela pour dire qu'il était connu. Et même, j'ai trouvé une lettre d'un auteur, d'un poète romantique qui habitait à São Paulo en ce moment-là, en 1848. Il était très jeune, il avait 19 ans. Il écrit à sa mère en demandant l'édition de La démocratie en France parce qu'il a lu dans le journal de Rio de Janeiro qu'elle venait de sortir. Donc, il aimerait bien la lire. Voilà. Juste pour compléter la question de Jean-Charles, je voulais savoir si tu avais pu travailler sur d'autres traductions de Guizot et si on peut comparer enfin, la notoriété de Guizot avec d'autres hommes politiques de l'époque. Est-ce qu'il y a une comparaison possible, des comparaisons possibles? Au niveau de la traduction, vous voulez dire au Brésil? Oui. Bon, Lamartine, il a été traduit. Et aussi, mais la traduction qui me semble la plus intéressante, elle est un peu tardive, parce que Lamartine aussi, ça fait 1860. L'autre qui est très intéressante, c'est celle de Mignet, l'histoire de la Révolution française. Et elle est intéressante par la raison suivante. D'abord, ils font la traduction du livre à la veille de la République, en pleine campagne républicaine au Brésil en 1898. 1880, oui, voilà. Et bon, le traducteur, il ne signe pas, il fait la traduction, mais il dit, il faut comparer ce livre avec celui de Thiers et de Lamartine. Donc, il fait des ajouts dans le livre. Et puis, quand il n'est pas d'accord avec ni l'un ni l'autre, lui aussi, il met des notes pour dire, bon, mais là, il faut vraiment réfléchir sur ces points. Et il fait un traité entier sur quelques points. Mais les traductions sont rares et j'ai du mal à les chercher. C'est pourquoi j'ai arrêté un peu ces projets. Parce qu'au 19e siècle, et maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je suis souvent à Paris, j'aime bien la ville et je vous aime bien, mais parce que les livres brésiliens, ils étaient très souvent imprimés à Paris. Au 19e siècle, les éditeurs les plus importants qui étaient à Rio de Janeiro, ils étaient des immigrants d'ailleurs. C'était Baptiste Louis Garnier, Lehmer, Loisinger, ils étaient des étrangers. Garnier était l'un des plus importants. Et ils estimaient qu'il était moins cher de faire imprimer les livres en portugais à Paris que de les faire imprimer là-bas, parce que les papiers étaient importés déjà, les presses n'étaient pas nombreuses, etc. Il y a tous ces problèmes de l'infrastructure. Donc, à cause du dépôt légal, c'est beaucoup plus simple de chercher ces livres ici que de les chercher là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai trouvé que 4 titres de ces auteurs de la Révolution. C'est Lamartine, Thiers, un opuscule qui a plusieurs auteurs et celui de Guizot. Voilà, je suis tout au début. Peut-être ça avance. Oui, moi j'avais une question qui complétait celle de Patricia Merci. Sorel avant moi. C'était sur cette question du feuilleton que je trouve vraiment passionnante, quoi. Et pour savoir si un auteur qui a un très grand succès plus tard au Brésil, comme Auguste Comte, aurait connu comme ça ce type de diffusion très large, très vaste, par d'autres supports que par les livres, mais par une publication comme ça dans la presse au Brésil, donc, et éventuellement sous forme de feuilleton. Donc, alors un peu plus tard, évidemment, et dans un autre type de presse politique, enfin une autre politique. Ah oui. Mais néanmoins, voilà, est-ce qu'il y avait des occurrences comme ça, par ailleurs, voilà. Et puis moi, je suis très fasciné par la rapidité de la circulation. Je trouve que c'est quand même très très frappant, ça. On a un livre dont vous dites qu'il est publié en janvier 1849, comme ça, à Paris. Bon, je ne parle pas
des contrefaçons ou des préfaçons. D'ailleurs, il est difficile de voir ce qu'il en est belge. Mais ensuite, donc on est finalement en quelques semaines, ça traverse l'Atlantique. C'est quand même extrêmement rapide, hein, cette diffusion, que ce soit en Europe ou de l'autre côté. Donc il y a une sorte de resserrement du monde comme ça, en 1849-50, que je trouve assez fascinante, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit sur des délais aussi brefs, quoi, vraiment. Hein, voilà, donc c'est quelque chose de très frappant, qui, je pense, correspond aussi peut-être. Alors, ce serait intéressant de voir quels sont les seuils là de resserrement comme ça des délais. Est-ce que les délais sont beaucoup plus longs dans les années 1830, et puis est-ce qu'il y a un resserrement brutal comme ça au milieu du 19e siècle, ou bien est-ce que les choses restent stables ensuite jusque vers 1914, quoi. Ben voilà, ça serait intéressant de voir d'une sorte d'histoire de la communication comme ça, comment les délais de diffusion des livres se resserrent progressivement au fil du 19e siècle. Donc il y avait deux questions, la diffusion d'Auguste Comte éventuellement sous une forme comme ça vulgarisée de feuilleton et en portugais, plus tard, oui, voilà, c'est ça. Et puis la question des délais de diffusion et par conséquent de communication de ces livres et par conséquent de ces idées. Oh, merci. Bon, là, Auguste Comte, c'est vraiment un point de clivage, vous savez. C'est au moment où c'est toutes ces générations que j'essayais de décrire au début, ces générations qui ont écrit sur la Révolution, qui ont vécu la Révolution de 1830, qui ont connu 1848. Et là, ces points de clivage depuis 1870, il est bien marqué. Avant ça, au niveau de l'histoire des idées, de la philosophie, on remarque cette présence française qui a un rapport avec le XVIIIe siècle aussi. Et après ça, c'est le positivisme. Ça, c'est la grande école. Elle est dans l'école de l'armée brésilienne, à Rio de Janeiro. Et puis, elle entre un peu partout dans la maçonnerie, oui. La franc-maçonnerie, oui. Oui, dans la maçonnerie. Pour que vous ayez une idée de la force d'Auguste Comte, la génération postérieure, elle a pas mal de gens qui s'appellent Auguste Comte. C'est vrai qu'on a aussi des Benjamin Constant comme prénom, oui, mais comme on a Lamartine, Thiers, oui, ça, ce sont des détails, mais si l'on remarque la date de naissance, on a quand même un rapport avec cet héritage, oui, bon, Lamartine, Thiers, mais puis Auguste Comte, et vous connaissez le drapeau brésilien, il donne l'ordre et progrès qui est très fort aujourd'hui, oui, parce que nous sommes dans un moment très délicat aussi. Et Auguste Comte, il est sorti, il a été traduit, il était commenté même dans le manuel de lycée et tout cela. Là, c'est bien une autre chose. Oui, ça c'est énorme. Là, et ce qui se passe dans cette époque, il y a une dispersion. Il y a plusieurs doctrinaires, historiens, politiciens qui sont dans ce champ. Je ne vais pas dire que tout le monde était positiviste là-bas à la fin du 19e siècle, mais là, il y a... c'est ce que je dis, c'est ce point de clivage qui fait le positivisme là-bas. J'ai même trouvé, il y a un autre jour, je l'ai acheté, c'était un agenda positiviste en portugais. Oui, c'est très curieux de la fin du 19e siècle. Mais le point feuilleton... peut-être j'ai tort, je me trompe, mais je ne connais pas. Ah oui, feuilleton et politique au Brésil au 19e siècle, là, c'est à chercher. J'ai des collègues et je demande souvent, vous connaissez, parce qu'ils travaillent avec les feuilletons, la littérature, ce sont des littéraires, mais je suis toujours en train de demander, mais avez-vous vu un feuilleton politique? Non, seulement en Argentine, on m'a dit que Mitre, par exemple, il publiait en feuilleton ses discours. Mais là, c'était assez intéressant, Auguste Comte en feuilleton. À l'autre question, oui, c'est vrai qu'en Europe, la perspective change beaucoup. Par exemple, quand Frédéric Barbier fait son étude sur la nef des fous, il montre 18, 19 éditions qui sortent après la première. Il fait toute une cartographie
XVe, oui, et au début du XVIe siècle, j'ai commencé à être moins surprise, mais on travaille dans la cartographie européenne. Et c'est pour ça que j'ai pris la bibliographie de Bert Andreas, qui rend compte de toutes les éditions du Manifeste communiste jusqu'à 1914, pour essayer de dégager comment est-ce que ce livre il a circulé. Parce que comme lui aussi, il dépend d'un groupe de partisans, c'est-à-dire la Ligue communiste, la façon dont elle s'organise en Europe pour recevoir ces livres, faire la traduction et investir de l'argent pour la publication et tout cela, j'ai pensé, bon, d'abord, il faut avoir des partisans un peu partout et faire un réseau. Comment est-ce que le Brésil, Rio de Janeiro, il entre dans ce réseau-là? C'était une autre question, parce qu'en Europe, on voit la chose s'organiser plus ou moins comme ça. Et à la mesure que je lis les correspondances de Guizot, je vois qu'il avait vraiment des relations très étendues ici en Europe. Je viens de lire les lettres qui sont dans la bibliothèque de Thiers. Et là, il est très, très attaché, par exemple, en Espagne, oui. Mais Rio de Janeiro entre dans ce réseau d'après le Portugal. Oui, parce que Justiniano José da Rocha, il était un Portugais bien élevé, bien cultivé, pardon, et qui habite au Rio de Janeiro et qui fait cette presse d'opinion telle comme il l'a connue ici en Europe. D'ailleurs, il connaît très bien le français. C'est le type qui fait toutes les traductions possibles là-bas, pour les feuilletons aussi. Et je me demande dans quelle mesure, comme il connaissait très bien tous ces enjeux de communication, et c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a des liens très forts et rapides, oui. C'est rapide, ça arrive au mois de mars quand même, mais c'est relativement rapide, oui. Et on apprend finalement que Guizot a écrit la lettre à ses Portugais au mois de janvier, donc ça met 2 mois. Mais Justiniano José da Rocha est quelqu'un qui est vraiment lié avec tous ces mouvements de communication. Mais le délai, oui, si l'on pense au niveau de la traduction, et puis de débats, et l'impression à Paris. Et de la traversée. Et la traversée, oui, c'est étonnant. C'est pour cela qu'on parle vraiment d'une campagne exceptionnelle autour d'un nom, d'un politicien et d'un livre. Même s'il avait des opposants et tout ça, c'est très spécial. Mais vous avez raison, j'essaye de dégager toutes les dates possibles pour essayer de faire ces cheminements du point de vue chronologique aussi. Parce que finalement, si l'on pense que dans la ville de São Paulo, on reçoit à cette époque, et c'est ce que l'auteur, le poète a dit, les journaux carioca seulement le jeudi, parce qu'il écrit à sa mère, j'attends patiemment le jeudi pour recevoir les notices, parce que comme s'il était au bout du monde, il veut savoir les notices, parce que la communication se fait par cabotage, c'est-à-dire de la côte de Rio à la côte de Santos, pour ensuite monter à São Paulo. Imaginez le reste. Sauf Pernambuco et Recife, qui est une exception. Parce que c'est enregistré. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé. La question que j'ai, qui vient, c'est vous avez évoqué tout à l'heure des soulèvements à Pernambouc et à Recife. Et pourquoi à Rio d'abord le feuilleton et pourquoi pas d'abord dans ces endroits qui étaient peut-être plus réceptifs et qui avaient plus besoin de support et de soutien dans leur mouvement révolutionnaire? Ah oui, là, c'est une très bonne question. Bon, d'abord parce que là, c'était très concentré, oui. C'est Rio et c'est Rio le centre et on attend qu'à partir de Rio, ça fait écho, ça se diffuse dans la presse de la province. Oui, justement. Donc, d'abord, il y a ça, c'est très stratégique. Ensuite, en 48-49, Pernambouc, Recife, c'était vraiment la foule, oui. Il y avait vraiment une meute. Ils ont réussi à prendre le pouvoir
pendant quelques mois, mais bon, il y a eu des ennuis là-bas et la révolution, le projet de révolution, il a été enfin écrasé. Il y a ces problèmes politiques, mais et surtout parce que le débat de fond, en ce moment-là, c'est la dispute entre les conservateurs et les libéraux à Rio de Janeiro. Et on verra qu'en 1852, c'est même Justiniano José da Rocha, ce journaliste, qui écrira un livre qui a été très célèbre à l'époque, qui a pour titre Action, Réaction, Transaction. On sait qu'il a pris le titre de Capé Figue, de l'histoire de Capé Figue, Capé Figue fait de l'histoire de la France, ouais. Et il emprunte cette idée de ces trois mouvements là-bas pour dire, finalement, on a trouvé la bonne politique, le juste milieu, disons, le moment de la transaction. L'action, c'était l'indépendance du Brésil. La réaction, c'était la réaction contre le premier roi en 1832, c'était la chute du premier empire, comme on dit. Et puis, il y a eu des disputes atroces entre les conservateurs, les exaltés, les libéraux, mais là, c'est le moment de la conciliation, de la transaction. Et parce que fondamentalement, la politique était à Rio de Janeiro, donc, et c'est de là que tout se réalise. Merci beaucoup.